Depuis des décennies, l'Iran se prépare à quelque chose comme ça. Toujours avec les yeux tournés vers Israël et les États-Unis, il a construit des défenses aériennes et créé une armée censée contrer ce qui allait arriver. L'Iran a échoué. Les États-Unis ont infligé à l'Iran un acte d'une ampleur historique. La 10 millième cible vient d'être touchée, et il ne reste pratiquement plus rien debout en Iran. Le 25 mars, le commandant du commandement central américain, ou CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a présenté son dernier compte-rendu de tout ce que les États-Unis ont accompli jusqu'à présent lors de l'opération Epic Fury. Le message principal a également été l'une des premières choses que Cooper a dites, puisqu'il a proclamé « Nous sommes dans la 4e semaine de la campagne, et nous restons dans les temps, voire en avance, en atteignant des objectifs militaires précis pour éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance hors de ses frontières », a commencé Cooper. Il a précisé « Les forces américaines ont frappé plus de 10 000 cibles militaires, atteignant la 10 millième cible iranienne il y a quelques heures. » Cooper a ensuite expliqué que 10 000 est le chiffre des États-Unis. En ajoutant Israël et ses frappes aériennes, des milliers de cibles en plus ont été touchées. En fait, il s'agit de plusieurs milliers de plus. Le 13 mars, le Wall Street Journal a rapporté que le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, avait affirmé que les États-Unis et Israël avaient frappé ensemble 15 000 cibles, soit plus de 1000 cibles par jour au moment de la déclaration. L'ampleur et la férocité des opérations Epic Fury et Roaring Lion se sont quelque peu atténuées depuis cette annonce, probablement parce qu'il reste moins de cibles militaires iraniennes à frapper. Mais étant donné que 15 000 était le chiffre commun avant que Cooper ne fasse ses déclarations, il n'est pas inconcevable de croire que les États-Unis et Israël ont frappé ensemble près de 20 000 cibles depuis le 28 février. Mais même pris isolément, 10 000 cibles frappées par les États-Unis, c'est une nouvelle énorme. Et pour clarifier, il s'agit de 10 000 cibles, pas de 10 000 munitions tirées. Ces cibles vont des immenses bunkers militaires et nucléaires souterrains de l'Iran à des cibles relativement petites, comme des drones. Chacune correspond à une arme ou à un site militaire neutralisé, les plus grandes cibles ayant sans doute été frappées par plusieurs munitions, peut-être même à plusieurs reprises pendant plusieurs jours, pour être mises hors service. Et ce que nous voyons ici, c'est un niveau de domination aérienne, qui n'a été atteint dans aucune autre guerre moderne. La campagne américaine à plusieurs volets a commencé par des frappes menées par des appareils furtifs, comme le B-2 Spirit et le F-35, avant d'évoluer pour inclure des appareils aussi anciens que le B-52 et l'A-10. Nous a montré que les États-Unis peuvent agir impunément dans le ciel iranien. Cela ne signifie pas forcément la fin de l'opération Epic Fury. Ce qui va suivre pourrait tout changer à nouveau, et prendra tout le monde au dépourvu si les États-Unis mettent leurs menaces à exécution. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'une grande partie de l'infrastructure militaire iranienne a été détruite alors que les États-Unis préparent leur prochain coup. Et selon plusieurs sources aux États-Unis, l'Iran cherche désespérément à mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à l'opération Epic Fury. Le président américain Donald Trump affirme que l'Iran supplie de parvenir à un accord, et les États-Unis ont répondu en présentant un plan en 15 points qui pourrait permettre la conclusion de cet accord. L'Iran a répondu à ces affirmations en déclarant que les États-Unis et l'Iran ne sont pas en train de discuter, et que les États-Unis négocient avec eux-mêmes. La vérité est sans doute entre les deux. L'Iran n'est sûrement pas fermé au dialogue, mais n'est peut-être pas aussi désespéré que le dit Donald Trump. Maintenant, Cooper a également déclaré dans son article que la combinaison de la puissance aérienne des États-Unis et d'Israël prouve que les deux pays sont plus forts ensemble. Il décrit également l'ampleur des dégâts causés à l'infrastructure militaire de l'Iran, déclarant « Nos frappes de précision ont submergé les défenses aériennes iraniennes, et nos vols de combat au-dessus de l'Iran ont des effets tangibles. » Passons aux effets concrets, avec un résumé des réalisations des États-Unis lors de l'opération Epic Fury. 10 000 frappes. C'est impressionnant. Mais ce chiffre n'a de sens qu'avec le contexte de ce qu'elles ont accompli. Et avec ce contexte, la réaction passe de « Waouh, ça fait beaucoup de frappes » à comment le régime iranien tient-il encore debout après tout ça. Commençons par les missiles iraniens. Les opérations Epic Fury et Roaring Lion visaient clairement les sites de lancement, essentiels à la stratégie de l'Iran pour menacer les voisins du Golfe avec des frappes balistiques, tant que les États-Unis poursuivent leur attaque. Nous avons des chiffres sur le nombre de lanceurs détruits. La force de défense israélienne, ou FDI, a déclaré le 15 mars qu'environ 70% des lanceurs de missiles iraniens ont été détruits jusqu'à présent. Cela porte un coup majeur, non seulement à la stratégie de missiles balistiques de l'Iran, mais aussi à sa capacité à lancer des missiles de croisière et anti-navires contre les navires de guerre de l'US Navy et les navires marchands.
Maintenant, le Wall Street Journal, dans son propre rapport sur la déclaration d'Israël, fournit un chiffre plus concret, puisqu'il indique qu'Israël affirme que l'Iran a perdu 330 de ses 470 plateformes mobiles de lancement de missiles. Cela représente environ 70% comme le prétend l'armée israélienne. Et même si l'on peut se demander, par exemple, comment Israël et les États-Unis savent précisément combien de ces lanceurs de missiles mobiles existent alors que l'Iran essaie de les garder sous terre, il n'en demeure pas moins que ce chiffre est impressionnant. Des photos satellites publiées par le Washington Post le montrent. Au cours des 4 premières semaines de l'opération Epic Fury, les États-Unis et Israël ont complètement détruit 29 sites de lancement de missiles balistiques iraniens, chacun d'entre eux abritant des dizaines de lanceurs. Les installations en surface ont été désactivées, les souterraines visées par des bombes anti-bunker, afin de réduire l'une des principales menaces que l'Iran fait peser sur les États-Unis, Israël et leurs alliés du Golfe. Nous avons vu l'impact de cette partie des 10 000 frappes se manifester très rapidement. Cooper le dit lui-même, en soulignant que les lanceurs de missiles et de drones de l'Iran ont diminué de plus de 90% depuis le début de la guerre, ce qui montre que la stratégie de saturation par missiles que l'Iran avait préparée ne s'est pas déroulée comme prévu. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les missiles iraniens ne sont pas tirés. 70% des lanceurs détruits, cela laisse tout de même 30% qui peuvent tirer ce qui représente environ 140 lanceurs mobiles que les États-Unis doivent encore localiser et détruire avant que les missiles iraniens ne cessent d'être une menace. Il y a aussi les missiles eux-mêmes. Même si les missiles sont inutiles sans lanceurs, raison pour laquelle les États-Unis suivent leur stratégie actuelle, on peut dire que les États-Unis et Israël n'ont pas fait assez contre les missiles iraniens, même après plus de 10 000 frappes. Selon The Guardian, le renseignement américain suggère qu'environ un tiers des stocks de missiles iraniens ont été confirmés comme détruits, et qu'un autre tiers des stocks semble avoir été endommagés, enterrés ou rendus inutilisables à cause des attaques américaines contre les tunnels et bunkers souterrains de l'Iran. Il y a également eu 1400 lancements de missiles effectués par l'Iran depuis le début de l'opération Epic Fury. Et bien que la plupart de ces lancements aient eu lieu au début de la guerre, cela nous indique que l'Iran reste une menace en matière de missiles, même si cette menace a été considérablement réduite par rapport à ce qu'elle était auparavant. Mais c'est ici que les choses commencent à changer sur le front des missiles iraniens. Ce ne sont pas seulement les lanceurs et les stocks qui ont été mis hors service lors des 10 000 frappes. Les États-Unis ont aussi visé les installations iraniennes de production de missiles et de matériel naval, selon Cooper. L'Iran dispose de capacités de fabrication à grande échelle, non seulement pour construire des navires de guerre, des missiles et des drones d'attaque, mais aussi pour développer et diffuser ces technologies auprès d'acteurs malveillants régionaux et mondiaux, explique Cooper. Il déclare : « Nous avons endommagé plus des 2/3 des installations iraniennes de production de missiles, de drones et de matériel naval, ainsi que les chantiers navals, puis averti, les États-Unis n'en ont pas fini. La destruction de l'ensemble de l'appareil de production militaire iranien est aussi prévue, affirme Cooper. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, car cela limite désormais dans le temps ce qui reste de sa stratégie de missiles balistiques. Plus les sites de lancement et de production sont détruits, plus chaque lancement de missiles iranien puise dans un stock non renouvelable. Les États-Unis ne cherchent pas uniquement à détruire les possessions de l'Iran, mais aussi à empêcher ce que l'Iran pourrait construire, paralysant ainsi sur le long terme la doctrine du régime axée sur les missiles. Nous avons indiqué que les 10 000 frappes incluaient des attaques contre les chantiers et installations navales de l'Iran. Le volet naval mérite encore d'être développé. Avant d'aller plus loin, rappel, vous regardez The Military Show. Beaucoup d'autres contenus similaires sont disponibles. Abonnez-vous si vous aimez nos analyses. En plus de leur production navale, les États-Unis ont aussi cherché à détruire au maximum la capacité maritime de l'Iran. Une stratégie similaire à celle des missiles iraniens est observée. D'abord détruire l'existant, puis cibler les installations de production. Maintenant, concernant ce qui existe déjà, ou devrions-nous dire ce qui existait autrefois, le Times of Israel rapporte que les États-Unis ont coulé 92% des grands navires de la marine iranienne. Ce pourcentage concerne probablement les frégates, les sous-marins et les porte-avions de fortune de l'Iran. Et il ne couvre peut-être pas les vedettes rapides que l'Iran utilise pour semer le chaos dans le détroit d'Ormuz. Néanmoins, 92% des grands navires iraniens détruits nous indiquent que la puissance navale du régime, du moins en termes de projection de force pure, a été anéantie.
Les chiffres du Pentagone estiment le nombre total de navires détruits à 130 au 26 mars, bien qu'il ne soit pas clair combien d'entre eux sont les grands navires déjà mentionnés, et combien correspondent aux vedettes rapides et autres bâtiments iraniens, comme les sous-marins de poche de la classe Gadir. Nous savons que le chiffre de 130 inclut 40 poseurs de mines et 11 sous-marins, et que l'Iran a utilisé ses vedettes rapides pour poser des mines dans le détroit d'Ormuz. La stratégie actuelle de l'Amérique paraît considérer tout navire iranien comme une cible légitime. Dire que la marine iranienne n'est plus une menace, comme pour les missiles, est inexact. Pour les missiles, l'Iran a repris une stratégie de tir limité et précis, lui permettant de maintenir une forme de menace. En ce qui concerne la partie navale du conflit, l'Iran n'a jamais vraiment eu la capacité de rivaliser avec les porte-avions et les navires de guerre associés que les États-Unis ont déployés dans la région du Golfe Persique. Ne vous trompez pas, le régime ne voulait pas perdre autant de navires de guerre et de sous-marins. L'Iran vise depuis toujours une stratégie de blocus naval asymétrique dans le détroit d'Ormuz, un défi persistant pour les États-Unis. Radio Free Europe, ou Radio Liberty, l'a d'ailleurs signalé dans un article du 12 mars, notant la quasi-disparition de la marine conventionnelle iranienne. Cependant, la menace sur le détroit d'Ormuz persistait. À la fin mars, rien n'a vraiment changé. Vedettes rapides, sous-marins de poche, drones et missiles iraniens attaquent toujours les navires marchands dans ce détroit. Ce n'est pas une question de volume ici. L'Iran n'a pas besoin d'attaquer chaque navire qui tente de traverser un détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. Des attaques occasionnelles rendent les trajets si risqués que les assureurs refusent d'indemniser et les capitaines refusent de prendre la mer. Les 10 000 premières frappes ont paralysé la marine conventionnelle de l'Iran. Les 10 000 prochaines mettront sans doute plus l'accent sur l'asymétrie de l'approche navale iranienne. Mais à ce stade, vous vous demandez sûrement comment les États-Unis peuvent faire tout cela. Oui, les États-Unis avaient déjà la supériorité aérienne avant l'opération Epic Fury, alors que l'Iran était supposé disposer d'un système de défense aérienne multicouche pour stopper les Américains. Ce réseau a échoué, et les frappes initiales qui faisaient partie des 10 000 en sont en grande partie la raison. La supériorité aérienne est atteinte. Les chiffres sur la défense aérienne iranienne en témoignent. Dès le 5 mars, les FDI affirmaient qu'environ 80% des défenses aériennes de l'Iran avaient été mises hors service, soit par la destruction directe des systèmes eux-mêmes, soit en neutralisant les radars par des frappes et des cyberattaques. À ce moment-là, les FDI avaient mené environ 2500 frappes et utilisé près de 6000 munitions, ce qui nous donne une idée du nombre d'armes que les États-Unis ont pu employer lors de leurs 10 000 frappes. Un simple calcul nous indique que les États-Unis pourraient avoir utilisé jusqu'à 24 000 munitions pour atteindre l'objectif de 10 000 frappes, bien que cela suppose qu'ils utilisent la même quantité de munitions qu'Israël. Il n'y a pas eu de grands changements du côté de la défense aérienne de l'Iran depuis. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque 80% de son réseau est déjà hors service. L'Iran est obligé de tenter de défendre son espace aérien avec des systèmes isolés, trop dispersés, et souvent incapable de faire face à la menace que représentent les États-Unis depuis le ciel. La destruction rapide des défenses aériennes iraniennes a assuré la supériorité aérienne, permettant de frapper 10 000 cibles selon Cooper. Kiber souligne aussi que la supériorité aérienne permet à l'Amérique de déployer ses B-52 pour de nombreuses frappes en Iran, montrant ainsi sa domination aérienne incontestée. Cette déclaration est révélatrice, car le B-52 qui a volé pour la première fois dans les années 1950 n'est pas le bombardier le plus moderne ni furtif des États-Unis. Et il n'est pas non plus particulièrement avancé technologiquement. Ce que ce bombardier offre, c'est une énorme capacité de stockage pour des munitions qui peuvent être larguées en grande quantité en Iran. Si les défenses aériennes iraniennes fonctionnaient encore, ce bombardier ne pourrait pas voler dans le ciel du pays. Le B-52 est trop gros et trop facile à repérer, même par les anciens systèmes de défense aérienne russes et chinois qui composent le réseau iranien. Le simple fait qu'il puisse voler montre à quel point les défenses aériennes de l'Iran ont été complètement neutralisées. On peut en dire autant des A-10 et des hélicoptères Apache que les États-Unis ont déployés dans le détroit d'Ormuz, tous deux capables d'effectuer des sorties répétées, parce que la menace que l'Iran représente pour eux se limite désormais à quelques défenses aériennes isolées. Avec ces appareils engagés, il est évident que les États-Unis sont passés d'une stratégie ciblée à une offensive massive lors de l'opération Epic Fury. 10 000 cibles atteintes, et ce n'est pas fini, car les défenses aériennes iraniennes sont si faibles que les États-Unis peuvent envoyer des avions non furtifs, lourdement chargés dans le pays. Cependant,
L'approche aérienne des États-Unis pourrait poser problème. Plus tôt dans la vidéo, nous avons évoqué que la suite de l'opération Epic Fury pourrait tout changer. The Guardian adopte un ton plus cynique dans un article du 26 mars, affirmant que les États-Unis croyaient à une victoire aérienne facile, avant de constater que l'Iran ne s'est toujours pas rendu malgré 10 000 frappes. Les États-Unis ne pourront sans doute pas l'emporter uniquement par la puissance aérienne, même si elle a détruit l'infrastructure militaire iranienne. Les États-Unis pourraient devoir aller plus loin, et cela signifierait des troupes au sol. Idéalement, les États-Unis n'auront pas à envoyer de soldats en Iran. Donald Trump a déjà affirmé que l'opération Fureur épique se termine, et les États-Unis cherchent plusieurs solutions de sortie pour l'Iran. Le plan de paix en 15 points cité plus tôt en est un, car l'administration Trump espère que les frappes sur 10 000 cibles intimideront l'Iran et le pousseront à accepter un accord limitant son pouvoir et ses ambitions nucléaires. Cet accord permettrait aussi de rouvrir le détroit d'Ormuz, principal levier restant à l'Iran. Mais si cette sortie de crise ne fonctionne pas, la seconde a été évoquée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, le 25 mars, lorsqu'elle a déclaré que le président Trump ne bluffe pas et qu'il est prêt à déchaîner l'enfer. L'Iran ne doit pas refaire la même erreur. Accepter le plan de paix, où les États-Unis enverront leurs soldats. Les États-Unis anticipent déjà cette éventualité. Lors de la création de cette vidéo, des parachutistes de la 82e division aéroportée étaient en route vers le Moyen-Orient. Les États-Unis ont également déployé 2 unités expéditionnaires de Marines, ou MEU, dont l'une est déjà arrivée aux côtés d'un groupe d'assaut amphibie mené par l'USS Tripoli. Cela signifie maintenant que 3500 soldats américains, dont environ 2000 Marines, sont déjà dans le golfe Persique. L'arrivée de la 2e unité de Marines doublera presque ses effectifs, et il pourrait y avoir jusqu'à 3000 parachutistes. C'est une force d'invasion terrestre, mais insuffisante pour attaquer l'Iran continental. Leurs cibles seront probablement les îles autour du détroit d'Ormuz, que les États-Unis pourraient contrôler pour rouvrir le détroit et exercer une forte pression sur l'économie iranienne. Le Washington Post indique que le Pentagone a élaboré des stratégies pour plusieurs semaines d'opérations terrestres en Iran, incluant probablement la prise de l'île pétrolière de Karg. Donald Trump n'a toutefois pas encore validé ses plans. Les États-Unis attendent la réaction de l'Iran. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagha Ghalibaf, a peut-être déjà laissé entendre quel sera le prochain mouvement de l'Iran. Dans son reportage du 29 mars sur l'opération Epic Fury, la BBC a indiqué que Ghalibaf déclarait que l'Iran attend que les soldats américains entrent pour pouvoir les pilonner. La stratégie de l'Iran est donc maintenant claire. Son régime a survécu malgré les frappes aériennes américaines sur 10 000 cibles. Il tente de résister pour pousser à une opération terrestre, augmentant le risque de pertes américaines durant l'opération Epic Fury. Des troupes au sol paraissent inévitables sans changement radical immédiat. Le régime de Douran doit se souvenir d'une chose. C'est 10 000 frappes, et ça continue, pas 10 000 cibles éliminées. Si les Marines et parachutistes américains entrent en Iran, ils risquent de subir un déluge de missiles et de bombes. Cela ciblera probablement tout, des restes de l'infrastructure militaire iranienne aux soldats et blindés, que l'Iran déploiera contre les forces terrestres américaines. Des troupes au sol pourraient causer de gros problèmes à l'île de Karg, déjà touchée par certaines des 10 000 frappes américaines. Cette île est essentielle à l'économie iranienne, notamment pour les exportations de pétrole, et la plus grande invasion terrestre américaine jamais menée en Iran pourrait viser Karg. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir davantage de notre couverture de l'opération Epic Fury.